De mon côté, ça fonctionne bien. Bonjour Hélène, bonjour Thomas. Moi aussi. Bonjour Hélène, bonjour Pierre. Bonjour à tous. Est-ce que oui, c'est bon, super. Célia nous dit aussi qu'elle nous entend bien, donc c'est génial. Super. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci de vous être rendus disponibles aujourd'hui à midi pour notre webinaire, donc organisé entre Cataneo et Hellopré sur la thématique de l'immobilier. Donc, comment investir avec 10 000 € d'apport. Donc, dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à cette fameuse question que vous posez tous, je vais demander à Pierre et puis à Thomas de se présenter. Donc, peut-être que Pierre, tu peux commencer peut-être à dire quelques mots sur toi. Oui, très bien. Eh bien, enchanté, je suis Pierre-François. Je suis le cofondateur de Cataneo. Notre métier, c'est de proposer une solution d'investissement locatif clé en main pour les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier. Et donc, on s'occupe de toutes les étapes, le conseil, la recherche du projet, la rénovation et la gestion locative. On fait ça depuis 2017. On a fait plus de 800 projets. Et effectivement, on a l'habitude de travailler avec Thomas de Hellopré qui finance les projets de nos clients. Exactement. Du coup, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Donc, Thomas Emery. Donc, moi, je suis courtier et associé d'une structure qui s'appelle Hellopré. Donc, on est une boîte de courtage en prêt immobilier. Donc, on s'occupe de tout ce qui est résidence principale, investissement locatif, résidence secondaire. Puis, on a une partie aussi pro et regroupement de crédit. Et donc, du coup, moi, ça fait plus de 8 ans que je fais ça. J'ai fait à peu près plus de 1000 dossiers de financement. Et du coup, dont une partie pour du locatif, qui est notre thématique aujourd'hui, où beaucoup de clients se posent des questions là-dessus. Donc, ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique. Eh ben, merci à vous deux de vous être rendus disponibles. Alors, je vois que certaines personnes nous disent qu'ils ne voient pas. Est-ce que c'est bon? J'ai changé un paramètre, donc je vous laisse nous dire si vous nous voyez bien. Moi, de mon côté, je vous vois. Oui? Ok, super. Génial. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment on va être structuré aujourd'hui au niveau du webinaire. Donc, il y aura une première partie un petit peu questions-réponses entre Pierre et Thomas. On a essayé de réfléchir à des questions que vous posez pour répondre au mieux à cette thématique d'investissement avec 10 000 € d'apport. Et ensuite, il y aura une phase de questions-réponses. Donc, tout au long du webinaire, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y reviendra vers la fin pour une question de fluidité. On essaiera de vous répondre au maximum et du mieux possible. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, avant de répondre à cette question investir avec 10 000 € d'apport, on pourrait un petit peu poser les bases. Et donc, Thomas, Pierre, pourquoi aujourd'hui c'est intéressant d'investir dans l'immobilier en 2026? Du coup, je vais commencer, Pierre. C'est vrai que sur la partie, en tout cas, du financement, ce qui nous concerne, on va avoir principalement l'effet de levier qui va être très, très important, parce que l'effet de levier, ça consiste notamment à lever de la dette. Donc, c'est pouvoir investir avec de l'argent qu'on n'a pas, donc qu'on ne veut pas mobiliser si on a d'épargne de côté. Et ça va permettre de pouvoir vous enrichir justement avec cet argent que vous n'avez pas. Et le prêt immobilier permet justement de faire ça. Et derrière, on en vient aussi naturellement sur la capitalisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer votre patrimoine grâce à cet effet de levier, parce que en investissement dans du locatif notamment, parce que vous avez plusieurs types d'effets de levier, mais sur l'investissement locatif, ça va être les locataires qui vont payer tout ou partie des mensualités, des charges d'exploitation mensuelles. Et donc, du coup, ça va vous permettre de vous enrichir, donc à court terme s'il y a du cash flow, ou plutôt, on va dire, à long terme avec le patrimoine du bien immobilier détenu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour l'effet de levier et la partie capitalisation liée au prêt immobilier. Et nous, on dit, pour rebondir, pourquoi investir dans l'immobilier? C'est souvent dans une démarche de long terme, une vision à long terme. Souvent, l'objectif, c'est de préparer sa retraite. Et comme tu l'as très bien dit, Thomas, chaque mois qui passe, on va capitaliser. Le prêt va être un petit peu plus remboursé, donc on détient du capital. Et ça nous permet, au moment de la retraite, d'avoir le choix. Soit on revend pour récupérer du capital, et donc on a transformé son effort d'épargne ou son apport 15-20 ans plus tard, on a une grosse somme d'argent qui nous permet d'assurer la retraite, ou alors on attend de rembourser le prêt et on va avoir une rente
qui va être un revenu complémentaire pour la retraite. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, c'est cette vision à long terme. Ça reste un investissement avec une durée de détention qui est longue pour en bénéficier. L'autre intérêt aussi, c'est de diversifier son épargne. Aujourd'hui, en termes de placement, il y a énormément de possibilités, les assurances vie, les SCPI et donc le locatif est une autre option, mais c'est la seule qui a l'effet de levier et c'est ça qui est très intéressant, aujourd'hui. Donc pourquoi investir dans l'immobilier? Pour la vision long terme et pour l'effet de levier. Oui, on pourrait même dire aussi, au-delà de la préparation de la retraite et la création d'un revenu complémentaire, il y a aussi pour de la réduction d'impôts, pour la transmission de son patrimoine à ses enfants. Donc, il y a encore d'autres facteurs, bien que principalement, soit pour préparer son avenir. Ouais, c'est sûr que l'immobilier, c'est vraiment un levier qui, comme tu l'as dit Hélène, permet faire de la transmission, de la création de patrimoine et de l'optimisation fiscale, donc pas mal d'intérêt. Et juste, je peux juste de rajouter quelque chose aussi. C'est vrai que on en parle assez peu, mais et pourquoi aussi les gens font appel au prêt immobilier, c'est parce qu'il y a une prévoyance avec l'assurance de prêt. Ça permet aussi de protéger son conjoint, ses enfants en cas de décès d'invalidité. Et c'est pour ça que même des clients qui ont la possibilité de mettre beaucoup d'apports ou payer cash vont faire appel au prêt immobilier pour justement que le prêt soit remboursé en cas de problème de santé et pouvoir conserver son épargne à côté. Super. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Maintenant qu'on sait pourquoi il est encore intéressant d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre dans l'actualité. Il y a une question du coup que tout le monde se pose aussi, hein, c'est finalement où est-ce qu'on peut investir avec 10 000 euros d'apport? Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, ben, 10 000 euros d'apport, c'est pas forcément énorme. Voilà, dans l'esprit de tout le monde, on se dirait que pour l'immobilier, il faudrait un petit peu plus. Donc voilà, on se dit, ben, peut-être que 10 000 euros d'apport, on va aller vraiment en périphérie, dans les zones très rurales. Donc, je ne sais pas, peut-être que Pierre, tu peux nous aiguiller sur les secteurs où on peut aller avec 10 000 euros d'apport. Alors, nous, chez Cataneo, on intervient seulement en Rhône-Alpes, mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, avec 10 000 euros d'apport, on peut investir, j'ai envie de dire, de partout. Parce qu'en fait, la solution, elle va dépendre de la banque. Et le montant de l'apport demandé dépendra de la banque. Donc ça, c'est Thomas peut-être qui répondra mieux. Mais nous, on voit des investissements avec 10 000 euros d'apport, aussi bien dans des petits projets à 80 000 euros de budget total, jusqu'à des projets parfois qui vont à 800 000 euros de coût d'investissement. Et en fait, l'impact, ça va simplement être ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Forcément, plus on emprunte et moins on met d'apport, et bien plus c'est compliqué d'avoir un investissement qui va avoir le loyer qui couvre le prêt. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un effort d'épargne. Donc, plus la part d'apport est faible, plus on a d'efforts d'épargne. C'est assez mécanique. Et en termes de secteur et de taille, avec 10 000 euros d'apport, en fait, on peut investir de partout. Ça va dépendre en fait de la solution et des contreparties demandées là, par les banques. Et ça, Thomas, c'est peut-être plus ta spécialité. Ouais, tout à fait. Sur la partie financement, déjà, c'est vrai qu'on pose souvent la question au niveau de l'apport, juste pour redétailler un petit peu le montant, les pourcentages. On dit généralement qu'il faut 10% d'apport. Ça, c'est pour le cas général. Ça correspond peu ou prou aux frais de notaire qui sont entre 7 et 8%, les frais de garantie qui sont entre 1 et 1,2% du montant de l'emprunt, et les frais de dossier et les frais de courtage. Donc, on est à peu près à 9-10% d'apport sur un projet. Après, il peut y avoir en effet des banques qui vont surfinancer, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de vous prêter plus que la valeur du bien. C'est ce qu'on appelle du 105, 110, 120% de financement. Et ça, on peut encore le faire, même si c'est un peu plus à la marge qu'il y a encore 4-5 ans où on était un peu dans l'euphorie des taux bas, où les banques prêtaient beaucoup. Ça va plutôt être réservé à des profils, on va dire, solides, avec un certain revenu, un certain patrimoine financier. Mais voilà, il faut l'appréhender dans sa globalité. Après, ce qui va être intéressant aussi sur la partie financement, pour limiter l'effort d'épargne, ce que tu disais Pierre, c'est notamment d'essayer de pousser la durée sur les durées max, c'est-à-dire du 25 ans. Aujourd'hui, sur le marché, si on doit faire un peu un pourcentage, il y a 50% des banques qui vont prêter jusqu'à 20 ans sur du locatif et 50% qui vont aller sur 25 ans. Donc l'idée, nous, c'est vrai qu'on va essayer de pousser sur 25 ans pour améliorer l'effort mensuel. Et puis après, derrière, il va aussi y avoir des notions qui sont assez prises en compte aujourd'hui sur les DPE.
Les DPE sont un peu au centre de l'attention des banques sur les DPE notamment F et G quand ils sont dégradés. Il y a soit des banques qui vont demander un peu plus d'apport, ou au contraire, il y a des banques qui vont dire écoutez, nous, on a envie de participer à la rénovation du parc immobilier. Donc, en faisant des travaux, on va vous améliorer le taux quand vous allez justement procéder à une amélioration du DPE d'une ou de lettres. Voilà. Donc, sur la partie financement, ça va être un peu les normes du moment. Et est-ce que, puisqu'on est dans la thématique du coup d'investir avec 10 000 € d'apport, c'est encore possible d'investir sans apport? Oui, c'est possible d'investir sans apport. Nous, on en fait tous les mois, mais ça va dépendre surtout aujourd'hui du client, de ses revenus, comme je disais, de son patrimoine. C'est un peu moins évident quand même, comme je disais, d'investir sans apport comme il y a 4-5 ans. C'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Et peut-être, Thomas, pour rebondir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on recommande d'emprunter plutôt sur 25 ans que sur 20 ans quand on fait un investissement locatif? En fait, sur 25 ans, l'effort mensuel, tu l'as très bien dit, va être moins important parce que la mensualité va être plus basse. Certes, les clients ont tendance à voir le taux qui augmente un petit peu par rapport à 20 ans, de l'ordre de 0,10. Donc, ils ont l'impression de perdre un petit peu. Mais en fait, non, au contraire. Il va y avoir du coup un effort mensuel moins important. Les intérêts, au final, ça, on en parlera peut-être après, se défiscalisent quand on est au réel. Donc, c'est vraiment plus pertinent aussi de passer sur 25 ans parce qu'il y a la capacité d'emprunt qui va aussi augmenter pour des prochains investissements locatifs. Donc, il y a tout ça qui se corrobore. Et c'est pour ça qu'il y a des arbitrages à faire très importants et à bien préparer son projet en amont d'investir. Nous, Super. pour rebondir, on conseille toujours d'aller sur du 25 ans parce qu'effectivement, on allège la mensualité, donc on préserve sa trésorerie immédiate qui pourra servir à faire d'autres placements ou d'autres apports dans d'autres projets, gagner du confort de vie. Effectivement, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt par rapport au résultat fiscal de la location, donc ça a un intérêt. Et puis forcément, il y a la question de souplesse. Moins on a d'emprunts à payer tous les mois, et bien plus on garde de la marge pour ses projets du quotidien. Et donc pour ces 3 raisons, on recommande dès que c'est possible d'emprunter sur 25 ans. Donc si on récapitule un petit peu, on sait où est-ce qu'on peut investir, avec 10 000 € d'apport. On sait que voilà, il faut emprunter sur 25 ans plutôt que sur 20 parce que, c'est plus intéressant pour, garder de la capacité d'emprunt pour des projets futurs et cetera. Que ce soit du locatif ou même, acheter sa résidence principale si c'est pas encore le cas. Mais finalement aussi dans quel type de bien on peut investir? Donc Pierre, je sais que, tu as quelques biens à nous présenter, par exemple. Ouais, super, merci de partager ces exemples qui sont en fait des opérations réelles chez Cataneo qu'on a fait pour des clients. En fait, on a identifié 3 grands types d'investissements que nous réalisons au quotidien avec des apports de 10 à 15 000 €. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'investissement locatif, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un investissement type qui va être meilleur que l'autre. Chaque investissement va répondre à des profils et à des objectifs différents. Donc ici, à l'écran, en fait, on voit 3 investissements très différents fait avec 10 000 € d'apport. Donc on peut regarder par exemple sur la gauche le premier investissement. On est à Saint-Étienne dans un T2, un appartement d'environ 29 mètres carrés, donc c'est un petit T2, tout compris pour 85 000 €. Donc tout compris, achat, notaire, travaux mobiliers, nos honoraires. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on appelle le gain net récupéré à 20 ans. Donc notre client, il a mis 10 000 € d'apport 20 ans plus tard, tenant compte de tous les paramètres, la fiscalité, les charges d'exploitation, etc., il a transformé ces 10 000 € en il a additionné aux 10 000 € 64 000 € de gains. Et donc, en ayant cette dimension-là de 10 000 € pour 80 000 € d'apport, il a fait un premier investissement où la part d'apport est assez élevée, mais tous les mois, il va avoir un effort d'épargne qui va être neutre. Le loyer va permettre de couvrir le prêt. Donc ce genre d'investissement correspond pour des investisseurs qui sont prêts à prendre un petit peu de risque parce qu'on est sur la Saint-Étienne et c'est pour ça que l'immobilier ne coûte pas cher. Mais la contrepartie, c'est d'avoir un effort d'épargne assez neutre. À la revente, ça va être un petit peu compliqué. C'est le sujet de Saint-Étienne. On gagne dans l'exploitation avec un très bon rendement et à la revente, un petit peu plus compliqué.
Ce genre de projet correspond pour des investisseurs prêts à prendre un petit peu de risques, petit budget ou pour de la diversification, quand on a déjà construit un patrimoine un peu plus solide. Donc voilà la première fiche de gauche. On peut regarder tout à droite, cette fois-ci, un deuxième investissement réalisé avec 10 000 euros d'apport, un studio à Lyon 7e, où là, en fait, on va plutôt être sur des profils avec une vision à long terme, quelqu'un qui veut plus de la sécurité, peut-être transmettre à ses enfants. Et donc là, vous voyez que l'effet de levier est plus important parce qu'on va emprunter davantage. Là, notre client, il va supporter ce qu'on appelle un effort d'épargne, c'est-à-dire que le loyer ne permet pas de couvrir le prêt et les charges d'exploitation. En revanche, 20 ans plus tard, il va récupérer une somme qui est plus importante, mais il va aussi récupérer l'effort d'épargne qu'il avait consacré durant les 20 ans. Cet effort d'épargne a aussi permis de rembourser une partie du prêt bancaire. Et donc là, notre client met dans cet exemple-là 15 000 euros d'apport. 20 ans plus tard, il a additionné 140 000 euros de gains nets. On a la sécurité de Lyon, on revend facilement. Et donc, ça correspond peut-être plus à des profils financièrement soit un petit peu plus aisés, ou comme souvent, nous, on a des professions libérales, des dentistes, des jeunes ingénieurs, cadres, etc. Et donc, c'est un investissement qui permet vraiment de préparer l'avenir, vision à long terme avec de la sécurité. Le troisième investissement possible que l'on sait faire avec 10 000 euros d'apport, c'est celui qui est au milieu. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'équilibre, l'intermédiaire entre les deux scénarios que je viens de vous donner. L'idée, c'est d'aller dans une ville de taille moyenne. Nous, on sait faire du Villefranche, du Mâcon, par exemple. Et donc là, vous voyez, on va être sur un budget intermédiaire. Tout compris, on est à 113 000 euros. Et on transforme les 10 000 euros d'apport en gain net additionnel de 92 000 euros. La ligne qui est intéressante, si on compare les trois investissements, c'est le taux de rendement interne. En fait, ça va mesurer quel est l'effort d'épargne qu'on additionne durant toute la vie de l'investissement et l'apport, eh bien, à quelle performance financière on a placé la trésorerie. Donc l'apport plus l'effort d'épargne pour transformer 20 ans plus tard le gain qu'on va obtenir. Et donc, on voit qu'on est sur un taux de rendement interne qui est similaire sur les trois investissements. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Il y en a sur du court terme, on gagne avec un effort d'épargne qui est faible à Saint-Étienne avec seulement 90 euros d'effort d'épargne par mois, alors qu'à Lyon, on est à 250 euros et à Villefranche, on est à 150 euros. Mais au final, le placement financier de l'épargne est le même. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le type d'investissement qui est adapté pour moi, selon là où j'en suis dans la vie, mes objectifs, mon profil, mon niveau de risque. Et j'en profiterai même pour ajouter du coup à ce que tu dis, Pierre, dans l'investissement locatif, on a souvent tendance à regarder uniquement le côté financier, donc ce que ça va me coûter. Et donc, on aurait envie plus naturellement d'aller vers un projet où l'effort d'épargne est moindre. Mais il faut aussi bien garder en tête du coup que rendement égale risque. Donc, plus on va avoir de rendement, plus il y aura de risque. Donc, en allant sur des secteurs où l'effort d'épargne peut être plus important. Par contre, il y aura plus de sécurité locative et donc moins de risques de vacances locatives, comme on appelle dans le secteur de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura toujours en grande partie un locataire qui occupera le logement et donc qui viendra couvrir une partie de la mensualité. Donc, il faut bien avoir en tête que voilà, derrière des chiffres alléchants, il y a aussi peut-être un petit peu plus de rendement et donc plus de risques. Donc, bien évaluer aussi si jamais, en fait, vous allez sur un secteur où il y a plus de rendement, si jamais il y a de la vacance locative, donc pas de locataire, est-ce que vous êtes en mesure de De l'assumer. supporter entièrement la mensualité? Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il est du coup plus intéressant d'aller sur un autre secteur où il y aura un peu plus d'efforts d'épargne mensuels, donc peut-être 200 euros au lieu de 80. Mais par contre, vous n'aurez jamais à supporter un mois entier De vacances de locatives. vacances locatives, de loyer. Donc, c'est des facteurs à prendre en compte. Et du coup, Thomas, tu nous disais tout à l'heure qu'il vaut mieux emprunter sur 25 ans plutôt que sur 20. Mais on peut parler aussi du coup du taux d'endettement. Voilà, on connaît ce fameux 35% de taux d'endettement et je pense que pas mal de personnes se demandent, si j'ai un locataire qui couvre une partie de ma mensualité, comment est calculé mon taux d'endettement, finalement? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on en parlait juste avant. Aller sur 25 ans en termes de durée d'emprunt, ça permet de minimiser l'effort mensuel, ce dont parlait Pierre. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est pour protéger son taux d'endettement parce que depuis 2022, depuis le 1er janvier 2022, il y a le
Haut Conseil de stabilité financière qui met des règles assez exigeantes aux banques dans l'octroi des prêts immobiliers. Donc, il faut faire avec. Les banques doivent faire avec. On ne va pas tout énumérer sur toutes les conditions spécifiques, mais les principaux éléments, on va dire le principal élément, c'est les 35% de taux d'endettement. Et ce taux d'endettement, donc c'est bien que tu puisses partager une petite image, un petit slide, Hélène, c'est sur le avant-après 2022. C'est vrai qu'avant 2022, il y avait beaucoup d'investisseurs qui s'endettaient avec ce taux d'endettement, le numéro 2 en différentiel. Donc, on pouvait cumuler beaucoup d'investissements locatifs, ce qui n'est aujourd'hui plus du tout le cas. C'est pour ça qu'on fait très attention dans les conseils qu'on prodigue aux clients pour pas qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau au moment où ils souhaitent acheter une future résidence principale. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui a changé, avant 2022, on était sur le taux d'endettement en différentiel, donc le point numéro 2. Et aujourd'hui, on est sur le taux d'endettement classique en bleu. Donc, en gros, j'ai pris un exemple. J'ai pris un revenu pour une personne seule ou un couple de 3 500 € net par mois avec un loyer donc, de 900 €. C'est pour ça qu'il y a marqué moins 900 €. Ils souhaitent faire un investissement locatif, donc environ 700 € de mensualité qui correspond au studio dont tu as parlé tout à l'heure, Pierre, entre 130 et 150 000 € pour un projet global. Et un loyer perçu, là, j'ai déjà mis un abattement parce que les banques ne prennent pas 100% du loyer que les clients vont recevoir, mais 70, 80 ou 90% du revenu locatif. Et donc, du coup, sur cet exemple-là, ils vont prendre toutes les charges, donc le loyer que vous payez pour votre résidence principale ainsi que le futur investissement locatif, divisé par le revenu du travail et le loyer perçu. Et là, vous allez être un taux d'endettement de 38,2%, donc au-dessus des 35% réglementaires. Et on se dit, mais c'est quand même délicat. Enfin, moi, j'ai l'impression que je fais une bonne opération, mon cash flow est positif, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, on voit le taux d'endettement différentiel sur le point numéro 2, qui pourrait être en fait à 26%. Et ça, c'était la super méthode d'avant. Où là, en fait, avant de faire charge sur revenu, ils allaient faire juste la différence entre le loyer perçu pour votre investissement et la mensualité. Et là, on s'aperçoit qu'il y a juste 20 € à notre charge en tant qu'investisseur. Et donc, du coup, ces 20 € sont à rajouter au loyer que vous payez pour votre résidence principale, divisé par le revenu du travail. Et donc, du coup, on arrive sur du 26%. Donc, c'était beaucoup plus accommodant avant. Donc, il faut faire aujourd'hui avec et soit bien préparer son projet, passer par éventuellement une SCI. Voilà, il existe plusieurs mécanismes, mais en tout cas, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et donc, comme tu nous dis que c'était mieux avant, est-ce qu'aujourd'hui, les banques sont quand même prêtes à prêter et ont envie d'aider les investisseurs dans leur emprunt? Oui, les banques sont toujours, on voit en ce moment, elles demandent à faire du crédit. Il faut savoir que le prêt immobilier, ça reste un des seuls points d'accroche pour les banques pour capter leur clientèle, leur nouvelle clientèle notamment. Parce qu'on va rarement taper à la porte d'une banque pour ouvrir un livret, ouvrir un compte bancaire comme ça. Donc, le prêt immobilier va leur permettre d'ouvrir des comptes, faire de l'épargne, avoir des assurances habitation, etc. Donc, elles ont besoin de faire du prêt immobilier et elles ont envie. Donc, après, il faut juste avoir en tête qu'il y a des contraintes, mais qu'on trouve des solutions au-dessus de 35%. C'est pas rare que tous les mois, on ait des accords au-dessus de 35%, mais on ne va pas l'avoir dans 80, 100% des banques. On va peut-être l'avoir dans 20, 30% des banques, un taux d'endettement à 37, 38, 39%. Donc, on va dire qu'il y a des choses encore possibles parce que les banques ont encore le droit à la marge de faire des crédits au-dessus de 35%. Mais il faut trouver les solutions. Voilà, il faut être un peu plus tenace sur la partie du crédit immobilier qu'avant. D'où l'importance de se faire conseiller par un bon courtier, Thomas. Éventuellement. Des options de modularité de prêt, de choses comme ça, de prêt à deux lignes, de différer dans le temps, qui peuvent être des solutions pour des investisseurs qui sont un petit peu tendus sur le taux d'endettement. Tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant, Pierre. D'ailleurs, c'est quand tu dis des options de modularité, c'est vrai que pour les investisseurs qui ont déjà emprunté sur 20 ans, notamment qui n'ont pas pu faire du 25 ans parce que leur banque ne leur proposait pas ou qui ne savaient pas,
vous pouvez regarder dans votre offre de prêt, vous avez des clauses de modularité. Ça vous permet de moduler sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans de plus le crédit. Donc, du passer de 20 ans, par exemple, jusqu'à 23 ans, et donc de baisser ainsi la mensualité. Donc, vous n'allez pas gagner 5 points en taux d'endettement, mais peut-être 1 ou 2 points qui peut vous permettre de vous alléger mensuellement et également pouvoir prétendre à d'autres projets par la suite. Super. Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux toute cette partie financement et la position des banques aujourd'hui, tout à l'heure, Pierre, tu nous as présenté des projets où il y avait toujours finalement un petit peu d'effort d'épargne, hein, qu'on soit entre 80 ou 200 euros à peu près en fourchette. Est-ce qu'aujourd'hui, Thomas, c'est encore possible de viser de l'autofinancement avec 10 000 euros d'apport, hein, si on part sur 10 000 euros d'apport qui est notre thématique aujourd'hui? Ah, on t'entend plus, Thomas. Ah pardon, j'ai coupé le micro. Ouais. Ouais, ce que je disais, pardon, c'est qu'en effet, c'est un peu plus compliqué forcément d'avoir de l'autofinancement parce que les taux ont augmenté, donc la mensualité des investisseurs va augmenter également. D'ailleurs, je sais pas, voilà, ouais, tu as mis un petit comparatif au niveau des taux qui est assez intéressant. Les taux de 1%, on était plutôt dans les années avant la guerre en Ukraine, 2021-2022, et 3,5, on va dire que c'est un taux moyen aujourd'hui sur 25 ans. Et forcément, la mensualité passe de 577 euros à 763 euros. Donc, ça impacte directement l'effort mensuel que les investisseurs vont avoir et également le coût des crédits et la capitalisation. Donc, on pourrait penser que c'est moins intéressant d'investir aujourd'hui, mais il faut aussi le voir, je pense, comme une opportunité parce que les taux sont plus élevés, mais donc du coup, il y a moins d'acheteurs sur le marché, surtout avec les règles qu'on a vu de taux d'endettement qui contraint énormément le potentiel nouveau crédit à obtenir. Et derrière, les prix vont baisser, donc il y a plus de négociations. Je pense que Pierre, vous le voyez au quotidien sur tous les investissements que vous faites. C'est une période un peu moins euphorique, donc il y a plus de marge de manœuvre. Et donc du coup, on va pouvoir peut-être absorber cette différence de taux par rapport, de mensualité par rapport au prix négocié. Et aussi, il faut avoir en tête que le taux d'emprunt, contrairement au prix d'achat, il est renégociable. Et ça, c'est un point très important parce que vous pouvez soit renégocier avec la banque qui vous a octroyé le crédit. Donc, à l'instant T, vous allez avoir des banques qui vont le faire ou d'autres qui ne vont pas le faire. Et si elles ne souhaitent pas renégocier votre crédit, vous pouvez toujours racheter votre crédit auprès d'une autre banque si les taux ont suffisamment diminué. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut minimum 0,7 en termes de différence de taux pour que ça soit intéressant. Voilà, pour que vous ayez un gain sur votre mensualité et sur le coût de crédit au global. Peut-être que pour rebondir, on peut apporter aussi le fait que ce qui compte finalement, c'est pas le coût des intérêts, c'est combien rapporte le projet d'investissement. C'est sûr qu'il y a des périodes, tout au long, d'une, durée de cycle immobilier de 20 ans qui sont plus attrayantes que d'autres, mais malheureusement, le coût de l'attentisme coûte encore plus cher que de ne pas être dans, la meilleure période. Si on attend trop, on ne capitalise pas, on n'a pas les loyers qui rentrent et donc, eh bien oui, il vaut mieux passer à l'action, enclencher le levier. Et comme Thomas l'a très bien dit, après, les conditions de prêt peuvent s'améliorer, alors que les conditions de prix, elles, ne peuvent pas. Et puis, pour répondre à ta question, Hélène, sur le fait de viser des opérations qui s'autofinancent avec seulement 10% d'apport, en fait, ça peut être possible, mais forcément dans des opérations avec beaucoup de risques. Pourquoi on peut avoir l'autofinancement? C'est parce qu'on n'achète pas cher. Pourquoi on n'achète pas cher? Parce qu'il y a de la fragilité sur la demande locative, sur la liquidité, et donc forcément, il y a du risque. C'est pour ça que nous, on préfère proposer des opérations avec un certain niveau d'équilibre. Et c'est pas grave d'avoir à supporter un effort d'épargne. Cet effort d'épargne, il faut le voir comme un placement, comme je mettrais tous les mois 200 euros sur un livret A ou sur de la bourse. Et puis, je récupérerai cet argent-là dans 15, dans 20 ans avec le capital. Et donc, il faut vraiment avoir cette vision-là dans l'immobilier de placement à long terme. C'est pas grave si j'ai un effort d'épargne. Et en plus, avec le temps, il peut aussi être amené à se réduire, soit par la renégociation du taux, mais aussi avec l'inflation. Aujourd'hui, les loyers se revalorisent avec l'indice de révision des loyers. Et donc, ça permet de diminuer l'effort d'épargne avec le temps. Et donc, justement, Pierre, c'est intéressant parce que tu parles du fait que
le taux d'intérêt finalement auquel on emprunte, c'est pas forcément le facteur qui devrait bloquer et être un frein pour un investissement locatif. Donc peut-être que tu peux rebondir aussi sur le fait que quand on est en LMNP, j'ai vu une question dans le chat justement sur le LMNP versus de la location plus classique. On en discutera tout à l'heure, mais donc pour le LMNP, du moins, les intérêts sont amortissables, etc. Donc peut-être que tu peux nous expliquer ça, puis notamment toutes les charges aussi qui sont intégrées dans un projet immobilier, dans un projet locatif, qui font que c'est des charges qui ne sont pas forcément pensées à l'esprit de tout le monde et donc pas forcément intégrées dans le calcul de rentabilité. Et c'est aussi ce qui fait que parfois on voit des rentabilités à 12, 13% brut parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas intégrés. Donc je peux peut-être me mettre sur la projection financière pour que tu puisses un petit peu détailler. Ça, c'est une projection financière que fait Cataneo pour ses clients. Oui, effectivement, déjà pour répondre sur les rendements, puis après on répondra sur la fiscalité. Donc déjà sur les rendements, ce qui est compliqué, c'est qu'on entend, tout et n'importe quoi. Et donc moi, je pense que dans 99 du temps, quand on parle de rendement, on n'a pas la même méthode de calcul. Nous, ce qui est important, c'est que dans un rendement, on va calculer tous les coûts d'investissement, les coûts qu'on fait au démarrage. Donc, c'est ce qu'on voit sur le tableau. Il y a le prix d'achat, les frais de notaire, nos honoraires, les travaux, l'immobilier, les frais bancaires, même les petits frais annexes de démarrage, refaire les diagnostics, les clés, etc. Donc ça, c'est ce qu'on investit en une fois au démarrage. Ensuite, on va avoir son prêt bancaire. Il va y avoir le coût des intérêts bancaires qui va rentrer dans le rendement. Et enfin, on va avoir les charges qu'on aura chaque année pour faire vivre l'appartement. La taxe foncière, les charges de copro, l'assurance, les frais de gestion locative, le coût de l'expert comptable, peut-être des frais bancaires si on est en société. Donc, vous voyez, c'est toutes ces charges-là, on va les avoir chaque année pour faire vivre l'opération. On a vu combien on investit, quelles sont les charges qu'on a chaque année, mais ce qui va nous intéresser, c'est combien on va gagner. Et donc, c'est pour ça que nous, on mesure avec des hypothèses sur 20 ans, eh bien, combien on a capitalisé, c'est le gain 1, les loyers, moins les charges, moins les intérêts bancaires qu'on a perçus durant la phase d'exploitation. Et le gain 2, ce qui est plus hypothétique, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est la plus-value à la revente parce que l'immobilier, c'est dynamique et il y a des hausses de prix et surtout dans des cycles longs, on a quand même des bons espoirs de revalorisation. Donc, vous voyez, dans un rendement, nous, on intègre absolument tous les paramètres et c'est celle-ci, pour moi, la méthode de rendement qui est juste et l'indicateur le plus important, pour moi, c'est de mesurer combien j'ai mis en termes d'épargne par rapport à combien j'ai gagné dans 20 ans. Ça, c'est le taux de rendement interne. Ici, on dépasse les 7% et c'est un très, très bon indicateur qui nous permet de comparer par rapport au placement financier. Pour répondre à la deuxième question sur la fiscalité, le LMNP, nous, on considère vraiment que c'est le meilleur montage aujourd'hui. Ça a de la souplesse, ça permet de louer meublé avec des rentabilités des loyers supérieures à la location classique. Et on peut faire du meublé avec un bail d'habitation classique. Il faut distinguer, le LMNP, ça va aussi rentrer avec le meublé touristique. C'est le même schéma fiscal, mais nous, ce n'est pas ce que nous préconisons pour des questions de souplesse. Et donc, dans ce montage-là, on va pouvoir vraiment déduire un maximum de choses. On va pouvoir amortir les travaux, les frais de notaire, toutes les charges d'exploitation. Et on va même déduire en charge les intérêts bancaires. Tout ça, ça va permettre d'annuler les revenus que l'on va percevoir chaque année. On va devoir faire un bilan, c'est le travail d'un expert comptable, qui va chaque année déclarer: cette année, j'ai eu autant de chiffre d'affaires, c'est les loyers, j'ai payé tant de charges, donc charges de copro, taxe foncière, assurance, et on a le droit d'amortir 80% de la valeur du bien, 100% des travaux, les frais de notaire, etc. Alors, on peut passer en charge ou en amortissement, ça c'est des mécaniques comptables, peu importe. Mais la force de ce montage, c'est qu'on peut vraiment tout amortir ou déduire dans la vie réelle du projet. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir avoir un horizon entre 12 à 25 ans, selon les projets, durant lesquels on ne va pas payer d'impôt sur le revenu sur les loyers que l'on perçoit. Donc, on est vraiment sur un schéma d'optimisation fiscale. On touche des revenus en plus, les loyers, mais qui ne sont pas soumis à impôt et qui permettront de capitaliser sans nouvel impôt. Donc, c'est ça qui est intéressant et surtout, c'est que c'est lisse durant une longue période. On ne va pas courir après de la réduction d'impôt comme ça peut être le cas quand on fait des schémas type déficit foncier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon nous, le montage de meublé est le plus intéressant d'un point de vue fiscal.
Super intéressant. Ouais, effectivement, c'est un outil qui aujourd'hui est assez puissant et qu'on apprécie particulièrement chez Cataneo. Donc, Thomas, j'aurais une autre question pour toi. On s'approche un petit peu là de la fin de la partie questions, enfin échange entre nous et après on va répondre à vos questions. Voilà, aujourd'hui, si jamais il y a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui sont là parmi nous et qui peuvent pas forcément avoir un effort d'épargne de 300 euros par mois, disons. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des astuces pour venir limiter cet effort d'épargne, du moins temporairement, le temps de peut-être augmenter ses revenus Oui, alors il existe entre guillemets quelques petites techniques. C'est pas magique, mais ça permet d'améliorer l'effort mensuel. Là, je vous ai mis un petit schéma de l'utilisation du différé. Le différé, c'est la période au départ du crédit que les clients vont pouvoir utiliser pour ne pas payer l'entièreté de la mensualité. Donc, il existe deux types de différé. Le différé partiel où les clients payent les intérêts et l'assurance, et ce qu'on appelle le différé total, où vous ne payez que l'assurance. Même les intérêts sont reportés. Ce différé total, on peut l'avoir dans certaines banques, mais pas dans d'autres, comme d'habitude. Donc, c'est à négocier, bien entendu, avec son banquier. Et le différé, quand on le met sur une certaine durée, peut avoir un intérêt assez important. Parce que, notamment, je pense au projet de Cataneo, il y a toujours des travaux, notamment. Là, j'ai pris un exemple où sur un budget global, les clients vont être en hauteur de 155 000 euros sur un studio. On va mettre en place un différé de 12 mois. 12 mois, ce n'est pas excessif pour des banques, c'est accepté. 2 mois vont être utilisés pour les travaux. Et les 10 mois supplémentaires, il va y avoir un locataire qui va payer un loyer à hauteur de 715 euros, charges comprises pour un studio. Et donc, du coup, sur 10 mois, les clients vont pouvoir capitaliser l'équivalent de 7 150 euros, juste en dessous. Et puis, au bout des 12 mois, il va falloir payer les charges d'exploitation qu'a présenté Pierre, plus la mensualité du crédit. Donc, la mensualité du crédit, on le voit à gauche, c'est environ 675 euros. Et les charges d'exploitation, tout ce qui est gestion locative, taxes foncières, charges de copro, l'expertise comptable, tout ce qu'a mentionné Pierre juste avant, environ 176 euros par mois. Et donc, il va y avoir un effort mensuel sur 25 ans de 136 euros. Donc, ça, c'est l'effort net. Et donc, du coup, pour absorber ces 136 euros, du coup, on va pouvoir diviser les 7 150 euros de trésorerie qu'on aura. Et ça va permettre aux clients de tenir 52 mois environ, ce que j'ai mis en dessous, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans. Voilà. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, soit les clients l'utilisent pour limiter l'effort d'épargne pendant un peu plus de 4 ans, soit ils peuvent le conserver en trésorerie au cas où il y a un ravalement de façade, un peu de changement de mobilier, ce genre de choses. Sans compter que là, on n'est pas allé dans le détail, mais le loyer va se revaloriser aussi chaque année. Donc, ouais, pour rebondir, tu peux peut-être rebondir sur la revalorisation des loyers, sachant que il y a Antoine qui nous a demandé justement si les loyers étaient revalorisés dans nos projections financières. Donc, peut-être que tu peux coupler les deux réponses. Oui, donc dans les projections, les loyers étaient revalorisés à hauteur de 2% par an. Et en fait, si on se base sur des éléments factuels, la revalorisation des loyers dépend de l'IRL, l'indice de révision des loyers qui est publié par l'INSEE. Et donc, tous les ans, à la date anniversaire du bail en meublé, on peut réviser le loyer selon l'évolution de cet indice. Et donc, sur les 5 dernières années, c'est un indice qui est national, l'IRL a augmenté au moins de 3% sur 4 ans des 5 dernières années. Et il y a eu l'année dernière, on était à seulement 1%, je crois. Et donc, dans un cycle long, dans une dynamique de croissance économique, on a quand même de la revalorisation des loyers. Et donc, forcément, comme l'a dit Thomas, avec le différé d'emprunt et la revalorisation des loyers et peut-être la renégociation du taux d'emprunt du crédit, on va pouvoir faire en sorte que l'investissement ne puisse que s'améliorer dans le temps. Parce que la part d'augmentation des loyers est largement supérieure normalement à la part des charges d'exploitation. Ça doit être au moins 75-80% des coûts. Donc, c'est 3 mécanismes qui permettent vraiment de se dire, je fige mes conditions d'investissement et avec le temps, mon investissement s'améliore.
Bah, super, merci à tous les deux. Pour conclure, je vais avoir une dernière question pour toi, Pierre, et après, on va pouvoir répondre aux questions de toutes les personnes qui nous écoutent. Si finalement, aujourd'hui, j'ai pas d'autofinancement, si j'ai de l'effort d'épargne, est-ce que je gagne quand même de l'argent en investissant dans l'immobilier locatif? Et la réponse, c'est un grand oui, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est pas la trésorerie immédiate qu'on sort, c'est combien on capitalise. Chaque mois qui passe, on va capitaliser en remboursant le prêt bancaire. Donc, c'est de l'argent qui nous appartient et qui appartient un petit peu moins à la banque. Donc, le temps joue pour nous et plus on rembourse le prêt, plus le temps passe, plus on a un patrimoine, un actif qui nous appartient. Seulement, l'immobilier, par définition, c'est immobile. Et donc, cet argent qui nous appartient, on ne peut pas le récupérer du jour au lendemain. C'est du long terme. On le récupérera le jour où on revend le capital ou alors, quand on aura fini de rembourser le prêt, on aura une rente. Et donc, l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Faut vous dire que l'épargne qu'on mobilise tous les mois, c'est un placement, comme je disais tout à l'heure, comme si on mettait de l'argent de côté tous les mois sur le livret A. Peut-être que je mets 200 € d'effort d'épargne par mois, mais qu'en fait, j'en capitalise 600 en remboursant le prêt bancaire tous les mois. Et c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Super. Bon, bah, merci à tous les deux. J'espère qu'on a bien répondu, en tout cas, à vos questions. On a essayé de balayer assez large, autant sur le financement que le côté investissement locatif pur. Donc maintenant, si vous avez des questions, il y en a déjà eu quelques-unes dans le chat, donc on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en poser ou à prendre la parole, hein. Vous pouvez demander la parole normalement sur la plateforme. Et j'en profite pour vous dire que tout en haut, à droite, normalement, vous avez un petit logo cadeau. Juste à côté de ce logo-là, vous pouvez télécharger les fiches projets que Pierre a présentées tout à l'heure. Donc, si jamais voilà, vous voulez vous pencher un petit peu plus sur le projet, le T2 qui a été réalisé à Saint-Étienne et des studios qui étaient à Villefranche et Lyon, n'hésitez pas, vous pouvez les télécharger. Et puis, si vous avez des questions ensuite par la suite, vous pouvez nous écrire. Donc, il y avait une première question qui était par rapport au LMNP. Je vois que Pierre, tu y as répondu un petit peu. Mais Stécie voulait du coup savoir si chez Cataneo, on réalise des projets qui sont uniquement prévus pour la location en meublé ou si on réalise aussi des projets en location nue. On a fait de la location nue, du déficit foncier, un petit peu de Normandie. En fait, on va proposer le montage fiscal qui correspond le mieux à la situation et aux objectifs de nos clients. On va les conseiller qu'est-ce qui est adapté. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans 95%, 90% des schémas de nos clients, le meilleur montage, ça reste la location meublée. Super. Il y avait Julien qui avait une question sur le taux d'endettement. Je vois que Thomas, tu lui as répondu. Si jamais, Julien, tu as encore des questions, n'hésite pas si ce n'était pas clair. Thomas pourra rebondir davantage Ouais. dessus. Juste pour compléter sur cette partie-là, en effet, il a raison, Julien. Les banques vont prendre le reste à vivre, du coup, mais elles vont être soumises au 35% de taux d'endettement. Il faut se dire qu'au-delà de 35% de taux d'endettement, les banques, elles ont un dossier sur 5, en gros, qui peuvent passer au-dessus de ces 35%. Et sur ces 1 sur 5, il n'y en a que 20% pour du locatif. Donc oui, donc bien sûr qu'elles vont du coup sélectionner les meilleurs dossiers avec le plus de reste à vivre, le plus d'épargne de côté, les profils les plus solides. Mais il y a une grosse barrière à l'entrée quand même. Donc c'est pour ça il faut chercher les bonnes banques au bon endroit et que ça ne sera pas forcément les mêmes banques au même moment parce que elles atteignent leur quota en fonction des mois, des trimestres, etc. Donc si le dossier est bon, un bon reste à vivre, on trouvera la solution. Mais peut-être, Thomas, pardon, je te coupe, mais pour rebondir, que la solution, quand on est vraiment au taquet sur le taux d'endettement non propre, c'est peut-être d'utiliser un schéma avec une société, un véhicule, la SCI à l'IS, par exemple, la société civile à l'impôt des sociétés, qui va avoir peut-être des contraintes fiscales un peu supérieures. Ça va être un petit peu moins rentable, surtout à la revente. En revanche, comme c'est la société commerciale qui emprunte, les banques, corrige-moi si je me trompe, mais sont plus souples plutôt que lorsqu'on emprunte de façon au titre d'un particulier.
Ouais, c'est vrai. Bah, on fait d'ailleurs pas mal de projets en SCI ensemble. La SCI Aliès, c'est vraiment l'alternative aujourd'hui, justement. C'est mon point de rebond. C'est que les banques, quand c'est une SCI Aliès et non à l'IR, elles ne vont pas forcément le comptabiliser dans le taux d'endettement. Ça dépend vraiment des banques. Pour le coup, c'est vrai, c'est calculé différemment et ça ne rentre pas dans les normes du HCSF, par rapport du coup, à ce que je vous disais, au taux d'endettement de 35%. Donc, ça peut être aussi une solution pour investir dans le locatif, pour multiplier des investissements. Bien sûr, c'est un peu moins attractif par rapport au régime de la plus-value, mais ça a tellement d'autres intérêts. Il vaut mieux payer un impôt sur la plus-value un peu plus important à la sortie et avoir multiplié les opérations plutôt d'avoir été contraint dès le départ, en effet. Donc, SILIS, SARL de famille, SAS, des alternatives sont présentes. Sachant qu'on peut faire du 25 ans sur de la SCI. Super. Il y a Alexandre aussi, Pierre, tu lui as répondu, mais c'est une question qui peut intéresser tout le monde finalement, qui nous demandait si l'effort d'épargne net mensuel qui était présenté dans les 3 projets, hein, Saint-Étienne, Villefranche, Lyon, incluait le coût des charges, des impôts, taxes foncières, etc. Donc voilà, tout à fait, hein, on inclut vraiment tout. Les projections financières sont très, très transparentes et réalistes. Donc oui, ça inclut tout, même la vacance locative quand c'est des zones où il y en a. Donc il y a vraiment aucune surprise à ce niveau-là. Le but quand on investit, c'est une grosse somme d'argent, donc il faut le maîtriser, l'aspect budgétaire et être capable de le soutenir pendant 10, 15, 20 ans. Donc c'est essentiel de tout intégrer et on tient même compte, nous, d'imprévus, du fonds de travaux sur, la copropriété ou d'imprévus au sein de l'appartement. Tout ça, Mmh. c'est bien intégré dans les hypothèses, ainsi que la vacance locative selon les secteurs. Il y avait aussi Camille qui vous demandait si à Lyon, on pouvait avoir des rendements supérieurs à 5% brut avec l'encadrement des loyers et notamment aussi avec les prix de vente qui se pratiquent. Donc, tout à fait, nous, dans les projets que fait Cataneo, on dépasse quasiment tout le temps 5% de rendement brut. Et aussi au niveau des prix de vente, nous, on a accès à un réseau off-market, hein, donc c'est des biens que vous ne trouverez pas à la vente sur Le Bon Coin ou toutes ces plateformes où vous pouvez voir les logements qui sont disponibles à la vente. Et donc, c'est aussi ce qui fait qu'on a accès à des opportunités qui sont très intéressantes en termes de prix d'achat et qui permet d'avoir une rentabilité en investissant dans l'ancien qui est intéressante. Je ne sais pas si Pierre, tu veux rebondir ou si... Non, non, je suis tout à fait d'accord. À Lyon, certes, les loyers sont encadrés, mais dans la loi Elan sur l'encadrement des loyers, on a le droit d'appliquer un complément de loyer quand on a des éléments de confort additionnels. C'est ça la terminologie juridique. Donc nous, on va mettre un petit boost sur le loyer en équipant, en décorant les appartements, comme on voit sur l'écran ici, 2 exemples. Et donc, en fait, on a une quarantaine d'équipements qu'on rajoute qui vont justifier peut-être 200 € par mois de loyer en plus. Le locataire est très content parce que comme on est sur du meublé, on s'adresse à des jeunes. Ils n'ont pas besoin de déménager, ils n'ont pas de coût d'investissement à prévoir, c'est facile pour eux. Ils sont prêts à payer plus cher et pour le propriétaire, on a un loyer un petit peu supérieur, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Il y a aussi Gilles qui nous dit de ne pas oublier l'augmentation des taxes, des charges, des travaux à venir sur le long terme. Donc, peut-être On est que... effectivement dans l'inflation sur nos projections, 2,5 par an, donc on en tenait compte effectivement. Donc, on peut rebondir sur la question de Camille qui nous demande justement, sur 20 ans, on va rénover le logement. Est-ce qu'on intègre ces coûts dans la projection? Et j'en profite parce que je connais la réponse, donc ça fait écho à la question de Célia qui nous demande finalement au bout de combien de temps on préconise la revente? OK. Alors, pour répondre sur la dernière question, moi, je dis toujours le but de l'immobilier, c'est vraiment le marathon. C'est de revendre le plus loin possible et en général, l'idéal, c'est le jour où on a de la fiscalité qui arrive. Quand on a de l'impôt qui arrive, eh bien, on a un choix à faire, un arbitrage. Est-ce que je subis l'impôt parce que j'ai un objectif de rente? Ou alors est-ce que j'ai besoin de fonds? Et donc là, je revends, soit pour remettre d'autres investissements en route avec, l'argent que j'ai récupéré, soit pour, plaisir de la vie ou alors un peu pour les 2. Mais idéalement, c'est une vision à long terme. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas investir si vous pensez revendre dans les 5, 6 ans. C'est trop tôt. C'est parce que c'est vraiment au bout de 5, 6 ans qu'on va vraiment commencer à avoir du gain. Avant, il faut amortir, les frais de notaire, les travaux, les frais d'agence, les charges d'exploitation et cetera. Donc le minimum, c'est 6, 7 ans.
et au maximum, on garde. Et pour l'autre question, qui était donc tenir compte de toutes les charges, c'était ça, Hélène? Oui, tout à fait. C'était, est-ce qu'on intègre finalement les coûts de rénovation du logement? Voilà, en se disant: «Bon, ben, si je garde le logement 20 ans, il y aura sûrement des rénovations à faire pour, Ouais. rafraîchir et cetera». Dans les simulations qu'on a vues, on a prévu des imprévus justement pour ces travaux, qui resteront des menus travaux parce que dans nos projets, ce qu'on fait acheter à nos clients, la plupart du temps, ce sont des plateaux et donc tout est remis à neuf. Donc le gros coût de rénovation est déjà, réalisé et donc on n'a pas de gros travaux à prévoir dans le futur. Super. Il y a Gilles qui nous demande si on peut investir dans une SCI à l'IS avec un enfant mineur. Ouais, tout à fait. C'est possible d'emprunter et de faire une SCI avec un enfant mineur. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, les personnes majeures, les personnes qui empruntent au travers de la SCI sont toujours caution de ce prêt-là. Donc, ça n'est pas impactant qu'il y ait des enfants mineurs dans la SCI. Puis c'est même recommandé par les notaires parce que derrière, vous anticipez, je pense que c'était le but de l'objet de la question, vous anticipez la transmission du patrimoine, notamment en démembrement, en donnant la nue propriété aux enfants et garder l'usufruit pour avoir le complément de revenu une fois que le crédit est terminé au bout de 20 ou 25 ans. Donc, ouais, c'est plutôt un type de montage très, très intéressant, en effet. Il y a aussi Benjamin qui nous demande si sur nos projets habituels, on connaît la part de la maintenance annuelle générale qui vient se rajouter aux charges mensuelles, donc de type taxe foncière, charges de copro, etc. Puis voilà, il suppose que du coup, ça dépend de l'année de construction. Bien Donc si sûr. jamais, Pierre, tu peux C'est rebondir. du cas par cas selon chaque projet, mais on va être entre 15 à 25 des loyers. C'est plutôt ça qu'il faut retenir. Quand on dépasse 25 de charges par rapport au loyer, c'est qu'on est sur des charges de fonctionnement qui sont souvent un peu trop élevées. Donc on va évaluer ce ratio-là et vérifier après, est-ce que si on achète tellement bien, est-ce qu'on est prêt à supporter un peu plus de charges? Donc c'est compliqué de donner des normes dans l'immobilier, il faut regarder l'équilibre global. Il y a Gilles, un autre Gilles, on est avec plusieurs Gilles aujourd'hui, qui nous demande si on travaille avec des sociétés partenaires dans d'autres régions, notamment dans le Grand Est. On peut avoir des partenaires, après ce qui compte dans l'immobilier, c'est vraiment de raisonner en termes d'objectifs. Et donc moi, je suis partisan de ne pas mettre d'affect. Certes, ça peut être rassurant d'investir là où on connaît, mais ça répond pas forcément à ses objectifs. Et donc il vaut mieux avoir une approche rationnelle, passer par des professionnels qui vont sécuriser le projet et qui vont, conseiller. Est-ce que l'emplacement répond à mes objectifs? Le montage fiscal et ainsi de suite. Comme, on investirait en bourse, finalement, on n'a pas besoin de connaître les coulisses de ce qui se passe dans une entreprise et ce qui compte, c'est vraiment de croire au projet et donc nous, on dit toujours dans un bon investissement locatif, il y a 3 paramètres qui comptent: bien acheter, bien louer, bien revendre. Si on répond à ces 3 questions, on enlève l'affectif et nous, c'est notre métier de sécuriser ces 3 questions. Ouais, et contrairement, à ce qu'on pourrait penser aussi au niveau de l'attractivité, hein, de la région, notamment pour, j'aime bien faire le comparatif entre Lyon et Paris. On a tendance à croire que Paris est la ville la plus, tendue de France, mais, non, il y a l'Observice qui a fait une étude et Lyon est la ville la plus tendue en termes de, de tension locative. Donc, il y a plus de 10 dossiers locataires pour un appartement. Donc, on y loue, On très loue bien. très facilement, effectivement. Camille nous demande, si, on peut revenir sur le calcul du rendement brut et peut-être aussi du coup sur le rendement net pour voir, la différence qu'on inclut dans le rendement net par rapport au brut? Ouais. Le rendement brut, c'est le total des loyers qu'on encaisse en un an, divisé par le montant total investi, prix d'achat, notaire, travaux mobiliers, honoraires, voilà, c'est les coûts d'investissement. Donc ça, c'est le rendement brut. Le rendement net, c'est qu'on va déduire des loyers toutes les charges de l'investissement, taxes foncières, charges de copropriété, assurance, frais de gestion locative, et cetera. Donc le loyer moins les charges divisé par combien j'ai investi. Mais le meilleur indicateur pour évaluer de la qualité d'un investissement immobilier, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne, qui va mesurer en fait, lui, tous les paramètres intégrant la revente, la fiscalité, les charges, l'inflation, la révision des loyers. Et en fait, ça va simplement mesurer le gain généré par rapport à l'argent, la liquidité injectée, l'apport et l'effort d'épargne. Et donc ça, c'est ça le meilleur indicateur.
Si je mets 20 000 € d'apport et 200 € d'effort d'épargne par mois, bien, toute cette somme-là, je récupère 150 000 € dans 20 ans. Eh bien, ça permet de mesurer à combien j'ai placé ces liquidités-là et ça permet de comparer par rapport à des produits financiers. Il n'y a pas tout le monde en plus qui utilise le TRI dans le calcul, hein, dans la projection financière. Donc, non, c'est hyper intéressant de l'intégrer pour justement. C'est marrant, pardon, je te coupe Hélène, Oui, mais vas-y. parfois il y a des investissements qui ont des rendements d'exploitation, nets, supérieurs selon les secteurs, mais avec des TRI, des taux de rendement interne qui vont être inférieurs, et donc ça s'inverse. Et en fait, c'est à chaque investisseur est-ce qu'il, de réfléchir. Est-ce qu'il a plus une vision à court terme et il veut diminuer son effort d'épargne, donc maximiser le rendement net? Ou alors est-ce qu'il a plus une vision retraite, long terme? Et donc là, il est prêt à avoir un rendement net inférieur et plus d'efforts d'épargne, mais un meilleur taux de rendement interne pour récupérer un maximum à la fin. Et puis pour finir, parce que du coup on se rapproche de 13h, vous avez peut-être faim si vous n'avez pas encore mangé. Gilles nous demande, avec le système de plus-value qui est calculé sur l'amortissement, est-ce qu'il y a un nombre d'années à ne pas dépasser pour la revente? Ouais, alors idéalement, c'est plutôt qu'il faut atteindre 30 ans, parce qu'au bout de 30 ans, on a l'exonération totale, à la fois de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur, la méthode de calcul de l'impôt sur la plus-value. Donc quand on a atteint 30 ans, c'est le Graal entre guillemets, on n'a plus d'impôt sur la plus-value immobilière des résidences secondaires ou locatives. Et après, à partir de 21 ans, on n'a plus l'imposition sur, le revenu. On a seulement les prélèvements sociaux. Maintenant le but, c'est de se dire que, plus on garde longtemps, plus on a de l'abattement sur la durée de détention. C'est à partir de la 6e année qu'on a de l'abattement et donc, plus on garde longtemps, mieux c'est d'un point de vue optimisation fiscale. Super. Ben, merci beaucoup pour votre présence, pour avoir assisté à notre webinaire. On espère qu'on a apporté des réponses à des questions que vous posez, que c'est un petit peu plus clair pour vous, tant au niveau du financement que de l'investissement locatif, notamment ce qu'on peut faire avec 10 000 € d'apport. Donc voilà, si jamais vous voulez pousser votre projet un petit peu plus loin, en discuter, etc., vous pouvez scanner juste le QR code qui s'affiche à l'écran pour prendre rendez-vous avec Pierre ou Jérémy qui est responsable relations investisseurs chez nous, chez Cataneo. C'est vraiment gratuit, c'est sans engagement, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez soit prendre contact sur notre site internet, on a un formulaire de contact, ou nous écrire directement par mail. Ouais, n'hésitez pas. De même, Thomas est disponible si vous avez un projet immobilier à financer. Donc, je vous mets son adresse mail parce que le QR code est uniquement pour la prise de rendez-vous Cataneo. Donc, son adresse mail est disponible dans le chat si jamais vous voulez lui écrire, si vous avez des questions sur le financement. Et oui, Pauline, du coup, les fiches projets sont disponibles à côté du petit logo cadeau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je vais mettre également la présentation sur, pareil, au même endroit, du coup, à côté du cadeau. Donc, c'est téléchargeable. Comme ça, si vous voulez revenir aussi sur les méthodes de calcul différentiel classiques, etc., présentées par Thomas, vous pouvez. Puis, du coup, il y a aussi les informations de nos sites Internet respectifs dessus. Donc, ça va être mis tout de suite, Pauline. Eh bien, merci Hélène pour, l'organisation. Merci Thomas et Merci Pierre. Merci Hélène. Merci à vous. Et puis, comme dit, si vous avez des questions ou si vous voulez nous faire des retours, c'est avec grand plaisir. C'était notre première édition, notre premier format webinar. Donc, on a essayé de faire au mieux. Et vous allez aussi recevoir un mail avec le replay. S'il y a des passages qui n'étaient pas clairs pour vous, sur lesquels vous voulez revenir, vous allez avoir le replay. Et pareil, si vous voulez aussi du coup le diffuser autour de vous, des personnes que vous connaissez qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui à cet horaire, vous pouvez leur transmettre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.